Monsieur le préfet, bonjour. Bonjour. Alors, on va, dans un premier temps, si vous voulez bien, aborder le fond, les questions de fond. La première question, elle va peut-être vous surprendre, mais dans toutes vos interventions, vous parlez des Mahoraises et des Mahorais. Et qui sont ces personnes, selon vous? Est-ce que vous parlez des habitants de l'île dans leur ensemble, des natifs de Mayotte, des Français et de toutes les personnes en situation régulière? La nuance, si tant est qu'elle existe selon vous, est importante. Vous savez, moi je m'adresse aux habitants de Mayotte. Quand le Premier ministre s'adresse au pays, il ne distingue pas les Auvergnats, les Rhône-Alpins, les gens du Nord ou du littoral méditerranéen. Donc nous sommes dans le même esprit parce que nous sommes en France. Et en France, c'est la République. Et donc, quand je m'adresse aux Mahorais, oui, je m'adresse aux hommes, aux femmes et aux enfants qui vivent à Mayotte. L'ensemble de la population. Oui, bien sûr. Dans votre propos, justement, vous avez dit hier que ce sont les familles, ce sont notamment les parents, les associations, les élus qui doivent faire passer les messages, ces messages notamment d'interdiction de manifestations de type Mourengue. Quand vous parlez des parents, là encore, de qui s'agit-il? Parce que c'est aussi une question que beaucoup se posent. Est-ce que vous parlez des nombreuses personnes qui ne respectent pas les gestes barrières, au supermarché, à la poste, à la station essence, lors de ces scènes que nous avons tous vues ces dernières semaines? Si vous prenez l'exemple des meringues, on en a eu 32 depuis le début du Ramadan. Phénomène, me dit-on, enfin les sachants me disent que c'est un phénomène qui est ancré profondément dans la société mahoraise, pour le coup. Et pour disperser ces meringues, eh bien nous avons chaque fois fait preuve d'une très grande fermeté. Le chiffre est d'ailleurs impressionnant. Quand je l'évoque auprès de Paris, ils ont du mal à le comprendre. Pour protéger les gens contre le virus, il s'agit de cela. Nous parlons de cela. Pour protéger la population, on a été obligé en 10 jours pratiquement de découpiller 800 grenades. Ça dépasse l'entendement. C'est ça qui pose problème. Donc moi, je continuerai à être extrêmement ferme sur ces rassemblements, pour ne pas laisser la rue à ceux qui veulent la posséder sans partage. Mais en même temps, c'est ce que j'explique, à côté de l'action coercitive de l'État qui continuera, il faut qu'il y ait une mobilisation de tous, quoi. Ça n'est pas seulement, c'est une façon de responsabiliser aussi la société. Moi, je ne suis pas là pour infantiliser la société. Je suis là pour lui dire, comme l'a dit le Premier ministre devant l'Assemblée nationale l'autre jour, c'est une question de citoyen, c'est une question de civisme. L'État prend sa part, mais l'État ne peut pas tout faire. Il faut aussi, aux côtés de l'État, qui reste ferme et déterminé, qu'il y ait des initiatives comme celles qu'on voit fleurir actuellement. L'UDAF prend des initiatives, le conseil départemental prend des initiatives. C'est cela que j'appelle de mes voeux. Et quand j'évoque les parents, non pas des meneurs, parce que les meneurs, on les traitera différemment. Les enquêtes sont en cours, on les a pratiquement tous identifiés, il faut que l'enquête progresse, et ils seront présentés le moment venu à la justice. Et quand j'évoque les parents, j'évoque les proches, les adultes qui ont des valeurs probablement, et qui peuvent dire aux gamins de 13 ans ou 14 ans que nous avons face à nous, n'y va pas. Certains ne respectent pas eux-mêmes, monsieur le préfet. C'est ça la problématique aussi qui se pose. Et moi, je ne serais pas aussi catégorique que vous l'êtes. Le confinement à Mayotte a bien fonctionné pendant 3 semaines. Il a bien fonctionné, ce qui nous a permis d'ailleurs, je le rappelle, ce qui a permis à l'autorité sanitaire de faire venir les matériels dont elle avait besoin, de faire venir la ressource humaine dont elle avait besoin, ce qui a permis au CHM, pendant ces 3 semaines, de se réorganiser et de faire un travail absolument remarquable pour densifier son service de réanimation, pour réorienter ses services. Donc ce confinement, il a fonctionné pendant 3 semaines. Et puis on a bien vu qu'à l'approche du Ramadan, crise alimentaire, crise de l'eau, crise de l'énergie avec le pétrole lampant, les gens, au-delà de la protection contre un virus qu'ils ne voient pas, il y a d'autres impératifs qui jouent. En métropole, vous savez, c'est exactement la même chose. Il se trouve que j'ai des proches, moi, qui habitent Bordeaux. Le vendredi d'il y a 15 jours, il y avait des bouchons de 2 heures pour entrer dans la ville. Donc, quand on essaie de faire croire qu'il n'y a que les Mahorais qui ne respectent pas le confinement, c'est une erreur. C'est une erreur, d'ailleurs, vous voyez bien que le gouvernement a pris la mesure de cela,
puisqu'en métropole aussi, c'est très compliqué de rester confiné. Alors, si c'est compliqué de rester confiné, ça l'est plus encore ici, quand la moitié de la population a moins de 18 ans, quand 40% de la population vit dans des bidonvilles, dans des conditions d'habitat qui sont extrêmement difficiles. Voilà la raison de ce que nous voyons. C'est incontestable, il y a un relâchement, c'est vrai. Mais il y en a de partout des relâchements. Ce qu'il faut, c'est reprendre un petit peu conscience que la meilleure protection contre le virus, c'est nous-mêmes. Donc il faut à nouveau, quand on n'a pas à travailler, quand on n'a pas à être sur l'espace public, il faut à nouveau respecter les gestes barrières, il faut à nouveau se confiner. Une question sur l'immigration, monsieur le préfet, si vous voulez bien. L'immigration clandestine, est-ce qu'aujourd'hui, finalement, et c'est exacerbé avec cette crise, elle ne conditionne pas toute la politique publique locale. Et on a l'impression, finalement, qu'il y a deux sociétés mahoraises. Une avec, effectivement, des Français et des personnes intégrées, quelle que soit leur nationalité. Et de l'autre, des individus complètement en marge de la société, mais qui conditionnent de gré ou de force les politiques publiques locales. Oui, c'est incontestable que la société mahoraise est structurée d'une façon un peu délicate, puisqu'il y a une proportion d'étrangers sur ce territoire que nous ne connaissons sur aucun autre territoire de la République. Donc ça, c'est un fait. Objectivement, on ne peut pas le nier. Même si, en 2019, on avait commencé à inverser les choses. C'est vrai que le virus est arrivé à un moment un peu compliqué. Je pense qu'il y a 10 ans, on aurait dû avoir, il y a 10 ans, probablement la même fermeté que celle que nous avons aujourd'hui. Mais le fait est que vous avez des populations aujourd'hui qui n'ont aucun horizon, qui ne sont pas du tout intégrées, qui ne comprennent même pas nos propres ressorts, c'est vrai, qui ne comprennent même pas nos motivations. Quand on parle de confinement, je ne suis pas sûr qu'ils comprennent le message. Et que cela, on doit en tenir compte, parce que le virus, il ne va pas demander de savoir si vous êtes né à Mayotte ou si vous êtes né en Jouan pour se servir de vous comme support et continuer à circuler. Donc, bien sûr que la politique publique que nous conduisons, elle doit intégrer toutes les données de la société mahoraise. Et l'immigration en fait partie. Les collectifs ont raison, justement, quand ils dénoncent fermement en disant l'État s'occupe davantage des personnes en situation régulière ou non, des personnes issues de l'immigration, que des Mahorais. Non, je ne crois pas qu'on puisse faire ce procès d'intention. Ça ne repose sur aucune observation indiscutable. Ce qui est vrai, c'est que quand on se protège de ce virus, il faut qu'on touche toutes les couches de la population. Parce que sinon, si on se fait de l'entre-soi pour se protéger du virus, ça ne servira à rien. Et le virus continuera de nous contaminer. Il faut s'occuper de tout le monde. Parlons du déconfinement, vous avez évoqué un déconfinement pour le 18 mai, ça reste conditionné. Hier, Dominique Voynet a expliqué 1 heure avant vous qu'elle ne croyait pas au déconfinement à cette date. Qui croire, monsieur le préfet, la prudence de la directrice de l'ARS ou le volontarisme de Jean-François Colombet? Moi, d'abord, j'ai observé que vous avez parlé du déconfinement au conditionnel. C'est le temps que j'ai employé hier devant les journalistes. Ensuite, j'ai bien posé la condition que la situation sanitaire, et c'est ce que j'ai proposé d'ailleurs au gouvernement, que la situation sanitaire soit effectivement à minima stable, qu'on ne soit pas en inflation de cas. Et tout le monde comprendra que si nous avons effectivement plus de cas à Mayotte, ce sera difficile d'alléger la contrainte, même si elle est quelquefois un peu virtuelle. C'est ce que craint Dominique Voynet. Elle a dit que les cas vont augmenter de plus en plus. Oui, on verra. Si vous voulez, aujourd'hui, ça nous laisse 2 semaines pour regarder ce qui va se passer. Soit les Mahorais, et tous ensemble, on a un sursaut, on respecte le confinement, on respecte les gestes barrières, et peut-être que nous aurons une surprise agréable, soit ce n'est pas le cas, et nous tiendrons compte naturellement de la situation sanitaire. Mais ce que je veux dire par là, et c'est ma responsabilité de le dire, c'est qu'il n'y a pas que l'urgence sanitaire à Mayotte. Il y a d'autres urgences à Mayotte. Il y a l'urgence scolaire, nous en parlions à l'instant. Laisser des enfants 6 mois sans contact avec un enseignant, on sait ce que ça nous prépare. Il y a l'urgence économique. Le tissu économique mahorais, ce sont des TPE, des toutes petites entreprises.
Et elles n'en peuvent plus, ces petites entreprises. Les majeures, les grosses, elles travaillent, elles ont repris leur chantier, de façon licite d'ailleurs. Hein. Elles travaillent. Elles régénèrent à nouveau de l'activité. Mais les petites, qu'est-ce qu'elles font? Moi je dis, l'urgence économique ne doit pas être négligée. Donc si la situation sanitaire le permet, il faut que nous ayons toujours à l'esprit une vision un peu plus globale. C'est-à-dire que l'urgence scolaire, l'urgence économique, l'urgence sanitaire doivent être appréciées ensemble. C'est un peu, me semble-t-il, ce que le gouvernement est en train de faire en métropole. Justement, parlons de l'économie. Vous avez parlé de ces TPE, de ces personnes qui aujourd'hui ont peur de l'avenir, ont extrêmement peur. Est-ce que vous comprenez que les personnes qui respectaient ont fait de lourds sacrifices, en détruisant parfois ce qu'ils avaient mis des années à construire, soient découragées en voyant ceux qui ne se plient pas aux règles qui s'imposent à tous, et notamment à cette règle du confinement? Oui, je comprends le découragement. D'autant plus que nous sommes dans une situation ici à Mayotte. N'oublions pas qu'en 2018, c'est pas il y a 30 ans, c'est il y a 2 ans, il y a plein de petites entreprises qui ont contracté des prêts d'honneur, qu'ils commençaient à peine à rembourser pour la plupart d'entre eux. Donc, c'est vraiment la double peine, quoi. Non seulement en 2018, j'ai été obligé de m'endetter pour franchir la vague et résister et continuer à maintenir les emplois que j'avais quand j'avais des emplois, mais là, il y a une exigence sanitaire forte. Évidemment, il faut en tenir compte, on ne va pas faire n'importe quoi, mais en même temps, il faut qu'on ait à l'esprit que l'urgence économique, elle est là, quoi. Et chaque fois qu'on pourra libérer les contraintes et augmenter les protections, il faudra le faire. Le confinement, aujourd'hui, chacun comprendra qu'il a pratiquement atteint certaines limites. Parce que ici comme ailleurs, hein, il a atteint des limites. Alors justement, ça m'amène à ma question suivante. Pourquoi ne pas déconfiner maintenant, au regard de ce qu'on constate tous les jours et au regard de ce que vous avez dit, à savoir que l'économie s'enfonce chaque jour un peu plus. Certains disent qu'elle s'enfonce pour rien, car le virus circule déjà largement sur le territoire. Alors, il y a des élus que je consulte souvent, je revois les maires encore demain, il y a des élus qui sont d'ailleurs dépositaires de cette option. Et qui Singoni notamment. Oui, il y a le député Kamardine également qui disent mais déconfinons tout de suite, quoi. Oui. Ça n'est pas la proposition que j'ai faite au gouvernement. Moi j'ai proposé, parce que c'est trop brutal si vous voulez, la semaine où les cas s'envolent, la semaine où les tests commencent à augmenter, on va dire, allez, on libère tout le monde. Non, c'est un peu trop brutal. Moi, je pense qu'il faut regarder ça à partir du 14, faire le bilan le 14, pour regarder comment les choses se comportent. Est-ce que l'épidémie a une certaine gravité ou pas? Et le 14, nous serons armés pour dire, allez, telle activité, là où il y a peu de danger, avec telle protection et telle protection, on ouvre progressivement. Vous savez, sur les écoles, que les enfants, alors évidemment ça permet de ne pas regarder le sujet, mais que les enfants soient dans leur quartier, à circuler, à jouer ensemble, sans contrôle, sans protection, ou qu'ils soient au sein de l'école maternelle, protégés, encadrés, avec un protocole sanitaire, quelle est la meilleure solution? Quelle est la solution la plus favorable pour combattre le virus? Surtout qu'à ces enfants-là, les enseignants pourront donner des conduites à tenir, qui pourront elles-mêmes être portées à la connaissance de leurs parents. Donc il faut se poser des questions tranquillement, sereinement. Il ne faut rien écarter. Il faut avoir à l'esprit les 3 urgences qui touchent Mayotte et regarder comment les choses évoluent. Voilà. Il ne s'agit pas de tout libérer, mais il s'agit d'avoir à l'esprit qu'il y a aussi l'urgence scolaire, aussi l'urgence économique, et que les 3 doivent être vus globalement. Est-ce que finalement l'objectif inavouable pour sortir de cette crise, ce n'est pas l'immunité collective? Alors on en est loin. Si votre objectif c'est l'immunité collective, nous en sommes très très loin. Je crois qu'en métropole c'est 7% de la population qui est touchée. Ici, quand on regarde, on a 700-800 cas, quoi. C'est-à-dire extrêmement peu. Diagnostiqué. Vous avez raison, révélé. C'est pour ça qu'il faut tester. Mais si on attend d'atteindre l'immunité collective, on en a pour un moment quand même. Hein.
En parlant d'éducation, est-ce que la responsabilité des pénales des maires qui vont rouvrir les écoles serait engagée, notamment s'il arrive un drame? Parce que personne ne souhaite ça, bien entendu, ni les maires ni vous. Mais quelles en seraient les conséquences? Ça, c'est un sujet qu'a abordé le président de l'association des maires jeudi devant le président de la République. C'est un sujet extrêmement important parce que, je vous disais, il faut rétablir un lien de confiance avec les maires pour ouvrir les écoles. Il ne faut pas toutes les ouvrir le même jour. On est bien d'accord, hein? On dit le 18 parce que le 18, s'il y a une commune ou deux qui ouvrent, on pourra regarder en particulier comment le protocole sanitaire s'applique, si c'est efficace. Comme une test. Peut-être, voyez-vous, ça peut être l'idée. Et puis tout doucement, on va vers 25. Et puis on essaie, si ça se passe bien, de retenir les leçons des tests et puis de renforcer nos dispositifs. Plutôt que de dire les choses seront blanches ou noires, moi je préfère qu'on réfléchisse, qu'on travaille. Alors se pose la question. Vous avez tout à fait raison. La responsabilité des maires. Moi, je l'ai dit, et le président de la République a répondu en ce sens. Il comprend cela. C'est pour ça qu'il faut qu'on travaille en confiance avec les maires. Il faut qu'on travaille en confiance avec les familles. Il ne s'agit pas d'imposer l'ouverture des écoles. Il s'agit de répondre à l'urgence scolaire et de le faire dans les meilleures conditions possibles de protection de nos enseignants et de nos enfants. C'est cela. Et de le faire progressivement. Et la responsabilité des maires, s'il faut que je la prenne, je la prendrai. Si nous devons avoir besoin ensemble d'une option globale, il y a quelques maires d'ailleurs qui plaident pour cela, en disant il faudrait qu'on ait tous la même position. Juridiquement, c'est vrai que l'ouverture de l'école, ça relève de la responsabilité du maire. Mais s'il faut atténuer cette responsabilité-là, moi j'y suis consentant naturellement. Ça ne me dérange absolument pas. Ce que je veux, c'est qu'on parvienne à un consensus. Et demain, nous aurons encore une discussion importante lors de la réunion hebdomadaire que j'ai, comme vous le savez, avec les maires et les parlementaires. Monsieur le Préfet, vous avez dit l'objectif, c'est de relancer l'économie. Ok, mais comment faire pour que les entreprises mahoraises, déjà fragiles, elles ne meurent pas à l'issue de cette crise? Il faut leur redonner de l'activité. Il faut leur redonner de l'activité dans des conditions sanitaires acceptables. Encore une fois, il faut exposer ni les salariés, ni les clients, ni les entreprises elles-mêmes, qui, là aussi, peuvent être sous le coup du contentieux. Vous comprenez bien qu'une entreprise qui réouvre et qui reçoit des clients, elle s'expose peut-être à une responsabilité aussi. Il n'y a pas que les maires qui sont dans cette situation. Moi-même, en faisant une proposition audacieuse de dire ayons à l'esprit ces trois urgences parce que on ne peut pas les nier et elles sont tellement importantes pour Mayotte, j'aurais pu dire tranquillement non, effectivement, il faut qu'on aille au bout de l'épidémie et puis on verra quand il n'y aura plus de cas, on verra ce qu'on fait. Et puis ça sera trop tard parce qu'il n'y aura plus d'entreprise. Donc il faut redonner de l'activité dans de bonnes conditions. Il faut continuer à toujours avoir à l'esprit que naturellement l'urgence sanitaire prime les autres. Je n'ai jamais dit le contraire. Mais il faut aussi qu'on prenne un peu de recul pour dire comment on fait pour protéger le client. Comment on fait pour protéger le commerçant. Ça peut être ça la responsabilisation. Au lieu d'interdire, qui infantilise un peu, ouvrons en disant dans ces conditions, si effectivement l'épidémie ne flambe pas et si elle n'a pas une gravité exceptionnelle, ouvrons dans des conditions de responsabilisation. Je regarde les clients que je reçois, je réduis ma capacité d'accueil, je ventile les locaux. Enfin voilà, il y a tout un tas de solutions qu'on peut réfléchir. Toujours pour parler de l'économie mahoraise, parlons maintenant des commandes publiques, qui est un moteur pour l'économie mahoraise. Comment les entreprises mahoraises pourraient gagner les marchés quand les entreprises métropolitaines ont des dossiers souvent mieux ficelés? On parle de la notion de convergence qui va favoriser les entreprises locales plus métropolitaines. Comment faire à ce niveau-là? D'abord, il ne faut pas perdre de vue que la vie ne s'arrêtera pas, en tout cas j'espère, après l'épidémie de Covid. Il faut donc que tous nos grands chantiers que nous avions ouverts depuis 8 mois soient redynamisés. Vous avez tous à l'esprit la piste longue, le contrat de convergence, etc. etc. Il ne faut pas que ça tombe aux oubliettes, ça. Et je m'emploierai, moi, dès que nous serons sortis, que nous aurons retrouvé une vie normale, à ce que ces chantiers soient à nouveau immédiatement mis sur l'établi. Parce que c'est un bruit qui court, que c'est le calendrier, qu'on parle de la piste longue, on n'en parle plus. Enfin, c'est passé au second degré. Évidemment, vous avez compris que l'urgence aujourd'hui, elle est un peu ailleurs. Mais je garde à l'esprit qu'il faudra relancer tous ces chantiers qui sont extrêmement importants, très importants. Et dans ce cadre-là, la plateforme dont on vous a parlé pendant des mois, elle est en place, elle est là. Aujourd'hui, je l'ai mobilisée sur d'autres sujets, et en particulier sur le pont aérien.
Parce que faire venir 35 tonnes de matériel sanitaire, de produits alimentaires, de produits de toutes sortes, et 600 tonnes quasiment, alors les 35 tonnes c'est par semaine, et les tonnes maritimes c'est tous les 10 jours, c'est pas une petite Il y a affaire. le Mistral qui va avec 600 tonnes. C'est pas une petite affaire, croyez-moi. La plateforme, c'est l'ingénierie. Hein. C'est l'ingénierie, oui, bien sûr, vous avez raison. La plateforme d'ingénierie, elle est là pour ça. Aujourd'hui, on l'a un petit peu dévoyée, parce qu'il faut que sur le pont aérien, ça fonctionne. Et je peux dire que ça fonctionne, dans les conditions qui sont évidemment très contraintes. Mais dès que nous serons sortis de cette affaire, elle sera à nouveau mobilisée en direction des mers. Pourquoi la reprise économique aussi ? Quand même un élément qu'il faut que tout le monde ait à l'esprit. Si on veut sortir des débats simples en disant il n'y a qu'à Faucon, et qu'on veut entrer dans les dossiers, la principale ressource des communes aujourd'hui, c'est ce que c'est. C'est l'octroi de mer. Il n'y a pas un seul département ultramarin qui soit à notre niveau de dépendance de l'octroi de mer. L'octroi de mer qui a été baissé d'ailleurs. Hein. L'octroi de mer qui baisse. Pourquoi il baisse l'octroi de mer ? Parce que l'activité économique a diminué. Donc il y a moins de choses qui entrent à Mayotte, naturellement. Et les communes qui n'ont une fiscalité directe locale très faible, seul l'octroi de mer aujourd'hui les fait vivre. Et notamment les traitements des fonctionnaires sont essentiellement portés par l'octroi de mer. Et nous avons, du fait de la baisse de l'octroi de mer au mois d'avril, déjà des communes en difficulté. Nous y travaillons tous les jours, pour verser des subventions qu'on ne pourrait pas nécessairement verser parce qu'il manque une pièce dans le dossier, qu'il y a un petit truc à refaire, etc. On donne des financements aux communes pour leur permettre de continuer à exister, à vivre. Avec une urgence, naturellement, c'est de payer les fonctionnaires. Vous imaginez que si les fonctionnaires ne sont plus payés, on ajoutera une crise supplémentaire à celle au pluriel que nous connaissons déjà. Donc, l'activité économique, elle génère de la ressource pour les communes et elle est donc indispensable à ce territoire. À ce titre-là également. On va parler de l'opérationnel, si vous le voulez bien. Et parlons du côté du déconfinement et de la suite de cette crise qui nous touche. Comment va fonctionner l'hôpital de campagne et quand les 10 lits de réanimation qui vont être installés au CHM seront-ils opérationnels ? Bon, alors c'est pas à proprement parler un hôpital de campagne. La directrice générale de l'ARS s'est exprimée là-dessus pour des questions qui tiennent d'abord au climat. C'était très très compliqué. Climatisation. Et d'espace. Climatisation, Et d'espace, oui, donc climatisation et d'espace, puisqu'il faut, pour que cet hôpital de campagne fonctionne parfaitement, m'a-t-on dit, qu'il soit à proximité d'une structure hospitalière. Donc nous n'avions pas un potentiel considérable. Par contre, l'ARS a obtenu, et je crois que c'est extrêmement important, qu'effectivement les personnels et les lits de réanimation puissent être transférés. Et donc le CHM, lui, se réorganise naturellement pour pouvoir les accueillir. Donc ça a été acté à la RIM, à la réunion interministérielle, du jargon, avec le cabinet du Premier ministre la semaine dernière, et les choses vont arriver assez rapidement, très rapidement. La deuxième chose qui a été actée et qu'a redit le président de la République lors de notre visio de jeudi, c'est qu'il est admis que des patients non Covid-19 seront transférés à La Réunion pour soulager le service de médecine du CHM. C'est-à-dire que si moi j'ai l'appendicite et je vais au CHM, je risque d'être évacué à La Réunion ? Oui, c'est possible, oui, effectivement. Des patients qui ne sont pas c'est pas à proprement parler des Evassan, puisqu'il y aura effectivement des évacuations sanitaires qui seront lourdes. Et là, les places sont évidemment avec d'autres contraintes. Tout ça a été calculé. Mais il y aura aussi le transfert de patients qui sont aujourd'hui en service de médecine, qui vont soulager le service de médecine, parce que c'est lui qui est extrêmement occupé pour l'instant. Enfin, je rappelle qu'on a une épidémie de dengue qui frappe le territoire très durement, mortel, beaucoup plus mortel que le Covid d'ailleurs, et qui frappe très durement le territoire. Et donc c'est ce service-là qu'il faut soulager, et ce sont les dispositions prises par l'ARS qui permettront, en liaison avec le CHU de la Réunion, de procéder à cet allègement. On parle beaucoup des masques. Quand on sort, on a dit des confinements égale masque. Alors, une question, est-ce qu'il y aura des masques pour tous les habitants de Mayotte aujourd'hui des confinements ? Et si oui, seront-ils gratuits et distribués ? Alors vous savez que sur la question des masques, on n'a pas attendu de recevoir des circulaires pour agir déjà localement. Puisqu'avec le conseil départemental, on a mis en fabrication 60 000 masques type AFNOR à Mayotte.
Donc ça c'est fait, il y en a déjà 30 000 ou 35 000 qui sont arrivés, qui ont été produits, qui ont été distribués, et encore 30 000 qui vont être produits dans les 15 prochains jours, et qui seront donc distribués gratuitement. Avec le président du conseil départemental, la semaine dernière, puisque nous n'avons plus un mètre de tissu à Mayotte, il faut le savoir, ni élastique, ni tissu. Et plus personne ne veut nous en vendre, parce qu'évidemment, tout le monde veut fabriquer des masques. Vous comprenez bien pourquoi. Avec le président du conseil départemental, nous sommes tombés d'accord pour commander 300 000 masques, qui sont actuellement en cours de fabrication à Madagascar, donc la région. Ce sont des masques très performants, tissus, qui pourront être utilisables à pratique un mois, lavables, et que nous allons distribuer naturellement gratuitement à la population. Ces masques arriveront très probablement en milieu de semaine prochaine. Mais gratuitement à tout le monde ou une partie à la 300 000 masques, 270 000 habitants. Donc l'objectif, oui, c'est d'en distribuer. Donc à tout le monde, il n'y a pas de différence entre quelqu'un qui n'a pas les moyens, quelqu'un qui a les moyens, c'est gratuit Non, pour tout le monde. bien sûr, c'est à tout le monde, oui. Oui, c'est en distribution de masques de façon à être certain qu'avant même que les masques chirurgicaux arrivent de la métropole, puisque le gouvernement nous envoie des masques, avant même que ces masques arrivent, nous aurons des masques en tissu qui ont été distribués à tout le monde. Mais ces masques qui vont arriver seront en vente dans les supermarchés par contre. Oui, il y en a qui seront effectivement en vente dans les supermarchés, il y en a d'autres qui sont financés directement par l'État et qui pourront eux aussi être distribués gratuitement. Le problème du masque, voyez-vous, quand on est à 8000 km de la métropole, c'est que ça n'est pas lourd, mais c'est très encombrant. Ça prend énormément de volume. Et vous savez que les avions, quand on a mis 12-13 palettes, c'est complet. Et donc, acheminer des centaines de milliers de masques, c'est le cas des masques du conseil départemental, puisque le président a demandé au président de la République jeudi de donner un coup de main au conseil départemental pour amener les 850 000 masques. Et donc, ces 850 000 masques sont programmés dans le pont aérien entre la métropole et Mayotte. Mais ça prend du temps, parce que ça prend beaucoup de volume. Encore un mot sur les masques, justement. Vous avez parlé donc de cette commande de 300 000 masques qui viennent de Madagascar. Alors, vous l'avez dit, la question, c'est le problème de tissu. On manque de tissu, on ne veut pas nous en vendre. C'est une véritable problématique. Il y a un seul importateur de tissu sur l'île, mais dans son cabis, il ne peut pas fabriquer de masques. Donc finalement, c'est un peu compliqué pour lui d'en importer, mais de ne pas en tirer profit. Est-ce que là, il n'y a pas un véritable problème? Et le mieux, ça ne serait pas de faire fabriquer ces masques, de réussir quand même à avoir du tissu pour l'avenir. On aura besoin de masques aussi à l'avenir. Faire venir ce tissu, ces élastiques, et les faire fabriquer par les artisans locaux référencés à la CMA. C'est ce que nous avons fait. Puisque je le redis, avec le conseil départemental, nous avons commandé 60 000 masques. Au moment où nous parlons, il y a plein de couturières mahoraises qui sont en train de fabriquer des masques. Et d'ailleurs, avec ce régime de la micro-entreprise qui est désormais applicable à Mayotte, c'est-à-dire micro-entrepreneurs, auto-entrepreneurs, eh bien, on peut proposer à ces couturières de créer leur entreprise finalement pour s'installer dans une production qu'elles maîtrisent parfaitement. Mais nous l'avons déjà fait, prioritairement. Nous avons fait travailler les couturières et les entreprises mahoraises pour produire les 60 000 masques que le conseil départemental et l'État ont commandés à Mayotte, en tissu. Il faut faire plus aujourd'hui. Oui, il faut faire plus dès lors qu'on pourra rétablir les flux maritimes qui nous permettront de commander du tissu en Asie en particulier, parce que dans notre région, il n'y en a plus. Parlons des taxis, monsieur le préfet, si vous le voulez bien. C'est un outil indispensable pour l'ensemble de la population de l'île. Comment lutter contre les taxis légaux? Car il y a des différences il y aura sans doute des différences entre les artisans référencés qui respecteront les règles et puis ceux effectivement qui sont dans l'illégalité, qui ne respecteront pas forcément ces règles, notamment cette règle de 2 personnes par taxi. Alors d'abord, une remarque générale, si vous permettez. La crise du Covid a ébranlé, plus que ça même, a mis l'économie informelle à terre pendant 3 semaines. Pendant 3 semaines, il n'y a pratiquement plus d'économie informelle. Et c'est si vrai que ça a provoqué la crise alimentaire que nous avons connue. Et les troubles qui ont suivi. Donc, on peut comprendre que les gens qui sont aujourd'hui dans une économie informelle, non déclarée, doivent vraiment y réfléchir à 2 fois pour la suite. Parce que quand vous avez une économie déclarée,
vous avez le soutien de l'État quand vous êtes confronté à une difficulté de cette nature. Le fonds de solidarité à 1 500 €, plus les 2 000 € si vous aviez un salarié dans l'entreprise, plus les 1 000 € que le conseil départemental a mis en place où les conditions sont un peu moins regardées. Vous voyez, tout ce dispositif, il s'applique naturellement et principalement, et vous parliez de priorité vers les gens qui déclarent, qui sont installés, qui ont des entreprises. Ceux qui sont dans l'informel n'y ont pas accès. Donc il faut que tout le monde réfléchisse pour se dire finalement, avec ce régime de la micro-entreprise qui est désormais applicable depuis 3 semaines à Mayotte, est-ce que j'aurais pas intérêt, moi, à déclarer désormais mon activité et à venir dans le secteur formel pour, en cas de coup dur, être soutenu par l'État comme nous soutenons d'autres. Il faut être en situation régulière, monsieur le préfet. Naturellement. Et on l'a vu, c'est ce qui s'est passé très récemment avec cette personne qui avait un taxi, qui a fait semblant d'avoir un besoin pressant et qui a disparu dans la nature. C'est aussi une problématique, cette lutte contre l'illégalité et les taxis. Il est bien évident qu'on ne va pas installer des gens qui ne sont pas en situation régulière. Ça, c'est clair. Je combats les gens qui sont en situation irrégulière. Vous le savez, j'en ai reconduit 29 000 l'année dernière. Hein. Dans la dynamique, ça n'avait jamais été fait depuis 10 ans. Donc, naturellement, c'est le b.a.-ba. Je veux dire, si vous n'êtes pas en situation régulière à Mayotte, vous ne pouvez évidemment à rien prétendre du tout, sauf à regagner votre pays d'origine. On va parler au conditionnel. Si le déconfinement est maintenu pour le 18 mai, on sait que le 14, il y aura une réunion importante. Vous allez décider. Les commerces vont ouvrir leurs portes. Alors, des questions se posent, notamment, comment faire respecter les règles ? Qui va contrôler ? Est-ce qu'on ne risque pas d'avoir des entreprises qui sont ouvertes, comme c'est le cas actuellement, des entreprises de renom, même parfois, et d'avoir 2 poids 2 mesures s'il n'y a pas un véritable contrôle? Ma vision des choses, d'abord vous avez raison de le redire, je redis que j'ai employé le conditionnel. Ça veut dire que pour que les choses se réalisent, il faut qu'un certain nombre de conditions soient remplies. Et la condition majeure, c'est la situation sanitaire. Donc le 14, le Premier ministre l'a dit hier devant le Sénat, on fera le point pour regarder quelle est la situation à Mayotte et nous déciderons d'ouvrir ou pas. Ensuite, si nous décidons d'ouvrir, moi je pense qu'il faut que chacun comprenne que l'affaire peut fonctionner si on est responsable de ses actes. Entre l'infantilisation et la responsabilisation, moi mon choix est déjà fait. Si je m'adresse à vous, si vous avez une entreprise, un commerce, je dis écoutez monsieur, on va tenter d'ouvrir votre commerce. Mais par contre, pour qu'il reste ouvert, il faudra que les clients ne courent aucun risque. Et pour qu'ils ne courent aucun risque, monsieur, vous allez devoir mettre en œuvre les fameuses barrières de protection et respecter quelques règles. Si vous me dites oui, j'assume cette responsabilité, je suis capable d'ouvrir parce que je respecterai le pacte, le protocole. Et dans ce cas-là, il n'y a pas de problème. Si vous me dites oui, vous inquiétez pas, je vais le faire, et que vous ne le faites pas, on fermera, on reviendra. De contrôler. Mais nous, on contrôle tous les jours les commerces. Les policiers et les gendarmes, j'ai donné des instructions très fermes là-dessus. Contrôle tous les commerces qui... Vous savez qu'il y a des commerces qui ont le droit d'être ouverts aujourd'hui. Hein. Oui. Il y en a d'autres qui n'ont pas le droit. Et qui commencent à prendre des habitudes. On a dressé procès-verbaux dans plusieurs communes pour faire former des petites boutiques qui n'avaient pas aucune raison d'être ouvertes. Et ça, nous le faisons. Parlons maintenant des restaurants et des bars. Vous avez émis le souhait que ça rouvre avant la métropole, c'est-à-dire le 25 mai. Comment ça va se passer concrètement ? Comment ça pourrait se passer Comment ça pourrait se passer le 25 mai ? Alors, d'abord, il faut bien distinguer que nous sommes dans une situation qui est complètement différente de celle de la métropole. Parce que sinon, effectivement, politiquement, on va dire, mais on veut ouvrir avant, alors qu'il y a plus de cas, plus personne ne comprend. Non. Pourquoi sommes-nous dans une situation différente à Mayotte ? Parce que vous les connaissez, les restaurants, ils sont tous quasiment ventilés. Ils sont souvent en plein air, avec des grandes terrasses qui sont ouvertes. Et le comité scientifique nous dit qu'en milieu ventilé, on a, d'ailleurs c'est une préconisation, quand vous êtes dans un milieu comme celui-ci, il faut ouvrir les fenêtres, on nous dit qu'on a beaucoup moins de chances d'être contaminé par le virus. Donc là aussi, je pense que la situation, si on veut faire la différenciation intelligente du territoire, il faut considérer qu'à Mayotte, un restaurant, ça n'est pas tout à fait la même chose qu'un restaurant dans le 16e arrondissement à Paris. C'est mon postulat de départ. Et je dis que ce type de commerce, qui sont des TPE, souffrent énormément actuellement. C'est très compliqué pour eux. Donc cherchons la solution pour leur permettre, le cas échéant, si les choses le permettent, le 25, d'ouvrir à certaines conditions.
Voilà, Mais- c'est ça ma proposition. Les conditions, c'est parce que Je fais 50. entendu, on ferme les bars seront compliqués, on met des plexiglas entre les gens. On a tout entendu comme version pour les restaurants. Qu'en serait-il? Moi, je pense qu'il y a des professionnels qui ont déjà réfléchi à la question. Moi, ma responsabilité, c'est d'écouter les professionnels et de le faire valider ensuite par l'autorité sanitaire. Quelqu'un qui fait 50 couverts à midi habituellement, on peut peut-être lui dire, compte tenu de la configuration de votre salle, qu'est-ce que vous en pensez? Jusqu'à quel niveau il faut descendre pour que ce soit viable économiquement aussi, quoi. C'est toujours pareil. Donc ce sera au cas par cas. Oui, globalement, on n'a pas 400 restaurants à Tout à fait, Mayotte, bien donc sûr. on est capable de faire du sur-mesure et de soulager ce secteur de l'économie qui, vraiment, aujourd'hui, en a besoin. Autre secteur qui souffre terriblement, c'est l'aérien. Votre souhait, c'est la réouverture de l'aéroport le 2 juin, toujours au conditionnel, je le dis. Mais alors, déjà, serait-ce possible? Et ensuite, les voyageurs seront-ils soumis à une quatorzaine obligatoire à l'arrivée ou au départ? Le postulat duquel je pars, c'est qu'on ne peut pas réouvrir l'activité économique, qui est une urgence pour Mayotte, et en même temps garder les lignes de liaison aérienne commerciale fermées. Il fallait fermer les lignes, nous avons pris la responsabilité de fermer les lignes commerciales, nous ne le regrettons pas, parce qu'encore une fois, ces 3 ou 4 semaines de répit ont permis au CHM de se réorganiser et à l'ARS de se renforcer. Certains ont dit que c'était fermé trop tard, l'aéroport. Je vous rappelle que j'ai pris un arrêté préfectoral pour limiter les accès avant même, alors que je n'étais pas compétent juridiquement pour le faire, avant même 3 jours avant que le Premier ministre confirme le même arrêté par décret. Donc faire plus vite, oui, je veux bien, mais quand vous regardez il aurait dû alors certains disent avant le retour des gens pour le on premier est, cas. bien sûr que dans l'absolu, si on avait su qu'on allait importer des cas, on aurait fermé. Mais alors que n'aurions-nous entendu? Oui, mais parce que Wallis a fait ça. Parce que déjà ils ont aujourd'hui, fermé le rive. ceux qui nous disaient il faut absolument fermer, nous disent mais pourquoi vous n'ouvrez plus? Enfin voilà, Oui. vous avez Mais compris. mais pourquoi il fallait fermer l'aéroport avant l'arrivée du premier cas? On savait que ça allait revenir par là. Pourquoi ils l'ont pas fait? Comme Wallis qui a fermé ses frontières, ils ont fermé l'île, ils ont arrêté. Oui, enfin le trafic avec Wallis, c'est clair, c'est pas le est même. pas tout à fait Mais comparable. c'est la question qui sort souvent. Vous souvenez-vous que le fret aérien commercial, c'est 50 tonnes par semaine. Qu'aujourd'hui, on est en gros à 25-26 tonnes. C'est-à-dire qu'on est à la moitié du tonnage du fret aérien chaque semaine grâce au pont aérien. On n'aurait pas pu tenir 4 mois avec ce tonnage-là. C'est toujours la même chose. C'est une décision qui s'inscrit et qui se prend dans un contexte de grande complexité, où il faut peser tous les arguments naturellement. Et donc, le transport aérien, ce que je prétends, c'est qu'on ne peut pas ouvrir l'activité économique sans ouverture des lignes commerciales aériennes. Donc, le Premier ministre a repris d'ailleurs cette proposition, puisqu'il l'a dit devant le Sénat hier. Il a dit le 2 juin, début juin, on fait le point sur le transport aérien. Voilà. C'est ce que je demandais. Je demandais est-ce que début juin, on puisse se poser la question. Est-ce qu'on est en situation d'ouvrir ou pas? Si on décide d'ouvrir, à quelles conditions? Quelles garanties sanitaires? Voilà. C'est les questions que je pose. Voilà. Alors la quatorzaine, le projet de loi est en discussion, il sera probablement adopté à la fin de la semaine. Je pense que nous aurons les réponses dans ce texte. C'est trop tôt pour en parler aujourd'hui. Bon, voilà. Et ce qu'il faut, c'est poser les bonnes questions, poser les jalons. Moi, je dis, le 14, on regarde comment s'est comportée l'épidémie. Si c'est plutôt acceptable, le 18, on ouvre une partie de l'activité, pas toute l'activité, celle qui n'expose pas les gens à un danger inconsidéré. Les plages, on les espaces ventilés, le plan d'eau, on pourrait imaginer, d'ailleurs les professionnels ont déjà fait des propositions qui me semblent acceptables. Le 18, on va là-dessus d'abord, pour commencer, on lève le couvre-feu, et puis on regarde encore comment ça se passe pendant une semaine, et si le 25, les choses se passent plutôt bien, eh ben on va un peu plus loin. On va vers les TPE, restaurants, bars, les choses qui sont très importantes aussi pour Mayotte. Et puis, si le 25, ça se passe encore bien, on regarde la semaine comment les choses se déroulent. Et le 2, on se pose la question. Est-ce qu'on ouvre ou pas le transport aérien? C'est comme ça qu'il faut procéder. Donc, c'est-à-dire que vous reverrez la chose chaque semaine. C'est pas le 14 que vous direz, on fait ça, tout est au mais exactement. C'est exactement ça. Okay. Progressivité et puis intelligence de situation. On regarde les choses à partir du 14. Okay. Et le projet que j'ai fait passer au gouvernement, comme ça, les idées sont claires. On sait en gros ce qu'on pourrait ouvrir le 18. Si le 14,
les choses se déroulent bien. On sait ce qu'on pourrait ouvrir le 25 si le 18, les choses se déroulent bien. On sait ce qu'on pourrait ouvrir le 2 juin si le 25, les choses se déroulent bien. Alors justement, l'interview, l'entretien touche à sa fin, Monsieur le Préfet. Ça nous amène à notre dernière question. Vous l'avez évoqué, 3 dates importantes, le 18 mai, le 25 mai, le 2 juin. Le 14, effectivement, avec cette évaluation, mais avec une éventuelle date de déconfinement au 18 mai. Ce sont les propositions que vous avez faites au Premier ministre Édouard Philippe. Quand est-ce que nous allons savoir si le gouvernement vous suit ou non? Le 14. Pas avant. Le Premier ministre l'a dit hier devant le Sénat. Le 14, on fait le point. Et on regarde si le 18, on peut ouvrir ce que l'on peut ouvrir. Et on décide. Mais avant, vous ne sauriez pas si le plan que vous proposez va dans la bonne direction avant le 14 ? Avant le 14, si demain nous avons 10 cas en réanimation de Covid-19 et si mercredi prochain nous en avons 18, je connais déjà la réponse, effectivement. Et si Dominique Voynet continue à dire on ne peut pas le 18, on ne peut pas, c'est trop tôt. Moi je dis c'est trop tôt pour le dire qu'on ne peut pas. Voilà. Et je veux redonner de l'espoir à tous ceux qui sont en train d'être confrontés à une situation dramatique sur le plan scolaire et sur le plan économique. Il faut que nous ayons une approche globale. Toute dernière question. Oui. Que vous dit aujourd'hui le gouvernement par rapport à la situation de Mayotte? Vous avez échangé avec le président de la République, avec le Premier ministre. Quel regard ils portent sur ce qui se passe sur notre île actuellement? Ils savent, pour les raisons que j'ai expliquées tout à l'heure, que de toute façon la vague épidémique allait arriver, compte tenu des caractéristiques de l'île. C'est évidemment ce qui nous différencie très nettement du reste de l'outre-mer. Chacun l'aura compris. Ils sont extrêmement bienveillants. Je trouve qu'ils ont des mots, ils savent que c'est compliqué, que nous sommes dans une situation où la crise n'est pas aussi simple à gérer que dans d'autres territoires, où il n'y a que la crise sanitaire à gérer. Non, ici, il y en a beaucoup d'autres. Et donc, il faut faire face. Et leurs mots sont... vous savez, il y a quelquefois des mots qui frappent plus fort que l'épée, et puis d'autres qui confortent, qui encouragent, qui motivent. Ceux du président de la République étaient de la 2e catégorie jeudi soir. On va juste terminer. La seule question qui revient très souvent par les internautes, on terminera avec ça. Les barges sont bondées, on fait quoi? Alors c'est un vrai beau sujet. Encore une fois, l'activité économique reprend. Elle est licite. Licite. Depuis le premier jour, le gouvernement l'a toujours dit. Si on ne peut pas télétravailler, on peut travailler, on doit travailler. Elle est licite. Et il se trouve que les chantiers reprennent. Il se trouve que l'activité licite reprend de plus en plus et qu'effectivement nous avons une fréquentation aux heures de pointe qui peut nous poser problème. Donc moi je souhaite qu'avec le conseil départemental nous regardions cela de très près, de façon à éventuellement densifier les rotations de barges au moment où les gens vont prendre leur travail ou au moment où ils rentrent de leur travail. C'est un vrai sujet.